Chromosome B. Savoir. Idée. Réflexion. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Fermer ou protéger les frontières, interdire l'immigration clandestine et incontrôlée, expulser les étrangers clandestins ou non exemplaires, remplacer le droit du sol par le droit du sang, interdire la scolarisation des clandestins ou les prénoms non français. Il ne se passe pas une élection, un débat électoral, sans que ces questions ne soient abordées. Pour autant, sont-elles réalisables ? Reflètent-elles réellement l'état du droit ? Jusqu'où peuvent s'engager nos politiques ? Surtout, avons-nous raison de les croire ? Les Surligneurs est un collectif non partisan d'universitaires en droit qui anime le site lessurligneurs.eu. Améliorer la qualité du débat public alors que l'état de droit et les libertés sont malmenés. Comment ? Grâce au legal checking, c'est-à-dire du fact-checking juridique, qui consiste à vérifier la conformité au droit de la parole politique. Promesses intenables, affirmations juridiquement fausses, le citoyen doit pouvoir les décrypter. Né en 2017 au cœur de la campagne présidentielle, Les Surligneurs est un projet inédit qui permet à tout citoyen de comprendre enfin cette matière complexe et aride qu'est le droit. Grâce à des textes clairs et accessibles à tous, fort de 2,5 millions de visites et une large couverture médiatique, Les Surligneurs, avec un deuxième ouvrage qui a pour thème la politique, immigration et réfugiés, débarquent dans nos bibliothèques. Chromosome B. I asked, would you please, ma'am, come back home? Yeah, when you go to the table, you too tired to eat. Some no good woman have called your little heart to beat. Come, would you please, ma'am, come back home? Vincent Couronne, vous êtes cofondateur avec Joachim Savin et directeur de la publication du média Les Surligneurs. Vous êtes docteur en droit public à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes chercheur associé au laboratoire VIP, Université Paris-Saclay, et vous enseignez le droit à Sciences Po Saint-Germain. Vous êtes spécialisé dans les questions européennes et intervenez régulièrement dans les médias sur les questions juridiques. Vous travaillez depuis plusieurs années à l'accessibilité du droit pour le grand public, sujet auquel vous avez consacré une conférence TED en 2019. Tania Rachaud, vous êtes formatrice en droit, vous avez rejoint le collectif Les Surligneurs en 2018, vous êtes rédactrice en chef de la rubrique Europe et docteur en droit européen à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Vous êtes chercheuse associée en laboratoire IEDP, l'université Paris-Saclay, et vous enseignez à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Tania Rachaud, Vincent Couronne, bonjour. 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 Les Surligneurs, c'est un projet inédit qui permet à tout citoyen de comprendre cette matière complexe et aride qu'est le droit grâce à des textes clairs et accessibles à tous. Est-ce que vous pouvez nous dire, ça va être à vous qu'incombe cette tâche, Vincent, puisque vous êtes le co-créateur du site internet, comment s'est faite la naissance du projet ? Et je voudrais aussi vous demander, est-ce que c'est par hasard qu'elle s'est faite au moment, en 2017, où Macron, et peu de temps avant lui, Trump accédait au pouvoir ? Alors non, c'est pas du tout un hasard. En fait, la naissance, elle s'est faite de la rencontre de deux facteurs. Déjà, un contexte et puis une relation d'amitié aussi. Le contexte, c'était effectivement Donald Trump, à l'été 2016, puisque c'est à ce moment-là qu'en fait l'idée des Surligneurs a germé, qui s'est retrouvé être le candidat des Républicains pour la présidentielle américaine, le Brexit au Royaume-Uni qui venait de passer par référendum, et puis en France, on voyait se profiler la campagne pour l'élection présidentielle et puis une amitié aussi parce que c'est avec donc Joachim Savin, un designer qui était aussi un ami, qu'on a eu cette idée de créer les Surligneurs pour lutter contre la désinformation dans le domaine spécifiquement du droit. On se demande qui sont les Surligneurs. Vous êtes, je suppose, tous au minimum juristes, mais quand on lit les deux livres qui sont parus, en 2021, Les politiques et la religion, et en 2022, L'immigration et les réfugiés, on voit que vous faites référence surtout à des hommes et des femmes politiques.
Donc, qui êtes-vous ? Est-ce que c'est une initiative politique ? Est-ce que c'est un média d'opinion ? Par exemple, quand vous qualifiez d'irréaliste la proposition de François Ruffin qui parle d'un retour aux frontières sur les capitaux et les marchandises et les personnes, est-ce que c'est pas un jugement de valeur ? Donc, média d'opinion, c'est une initiative politique ? Alors, c'est pas une initiative politique, même si elle s'inscrit évidemment dans une démarche citoyenne, qui est celle de lutter contre la désinformation. Qu'est-ce que on veut dire quand on dit que telle proposition est juridiquement problématique, difficilement réalisable, voire parfois impossible si on veut rester dans un état de droit? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, tout simplement, on regarde ce que prévoient les différents niveaux de notre réglementation, législation, la Constitution, aussi notre insertion dans un contexte où la France est membre de l'Union européenne, de la Convention européenne des droits de l'homme, etc., qu'elle a signé des engagements. Et donc, ce qu'on dit tout simplement, c'est que pour réaliser certaines promesses, en fait, on ne peut pas le faire sans rompre ces engagements-là. Et donc, après, on dit pourquoi pas, mais demander par exemple le rétablissement de barrières en Europe sur la circulation des capitaux au risque de devoir en fait sortir de l'Union européenne, on se demande si le jeu en vaut la chandelle. Mais si des responsables politiques estiment que ça en vaut la chandelle, eh bien oui, sortons de l'Union européenne. Et ça, nous ne sommes pas là pour nous prononcer sur le bien fondé de ce genre de choses. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est simplement expliquer aux citoyens quelles sont les implications des promesses faites par les politiques. Et puis ensuite, je dirais que la rigueur de notre travail et la façon que nous avons de le faire, elle n'est pas, comment dire, elle est extrêmement stricte. Tout simplement parce que à chaque fois que nous vérifions des propos ou des promesses de politique, le surlignage, c'est-à-dire le fact-check, comme on dit un petit peu dans notre jargon, sera vérifié par plusieurs personnes différentes, par plusieurs chercheurs, spécialistes en droit différents, et s'il n'y a pas de consensus entre nous, on ne publie pas. Et par ailleurs, pour être sûr que ce qu'on publie, en fait, juridiquement, est absolument inattaquable. Et puis en plus de ça, nous sommes membres et signataires de chartes déontologiques internationales, européennes, qui nous oblige en fait à tendre vers l'objectivité la plus totale, même si évidemment c'est toujours compliqué d'être parfaitement objectif. La transparence aussi de notre méthode de travail, de nos sources de financement, et puis également de faire en sorte que lorsqu'on raisonne, lorsqu'on explique à nos lecteurs pourquoi telle promesse serait irréaliste, eh bien qu'on donne à chaque fois les sources et qu'on permette à nos lecteurs de répliquer notre raisonnement. Et donc pour que le lecteur sache en fait sur quoi on s'est fondé pour l'effectuer. Donc en fait, c'est pas du tout politique ou partisan, c'est vraiment un projet le plus qui tend vers l'objectivité la plus parfaite, même si encore une fois c'est pas toujours évident. Et ça, on le reconnaît. Alors, je vais revenir, Vincent Couronne, sur certains aspects de votre réponse. Je voudrais demander d'abord à Tania Rachaud, quelle a été votre motivation, Tania, pour rejoindre ce projet? Est-ce que c'était une envie de faire comprendre le droit ou il y avait une envie de décrypter le langage des femmes et des hommes politiques? Oui, c'est ça, c'est effectivement une envie de confronter ce que l'on fait habituellement à l'université, la façon dont on travaille à l'université avec ce monde réel de la politique et de pouvoir en tirer quelque chose de lisible et d'accessible. Et donc, évidemment, le format était très intéressant. Et d'ailleurs, je suis pas la seule à avoir trouvé ça pertinent, puisqu'on est nombreux à avoir rejoint Vincent assez rapidement dans cette aventure des surligneurs. Mais pour revenir à cette confrontation politique et droit, c'est assez intéressant parce que ce qu'on fait, c'est très juridique, clairement. Et en même temps, les liens entre la politique et le droit sont très fort, voire très imbriqué parfois. Donc il y a ce questionnement qui peut se poser. Simplement, le droit, en fait, c'est un produit du politique, c'est un produit de la décision politique. Et ensuite, l'avantage, c'est que le droit survit à la décision politique, et c'est dans cette survie qui se fait que nous, on vient rappeler qu'il y a des barrières, et cette survie, en fait, c'est aussi le concept de l'état de droit. Et c'est là-dedans que nous, on vient se placer, et c'est intéressant de rappeler cette barrière. Voilà, et les surligneurs, ça répond vraiment à cette frustration d'entendre un discours qui est souvent juridiquement faux et qui pourtant interpelle l'opinion. Et donc c'était nécessaire, à notre avis, de venir un peu poser un cadre juridique que l'on veut lisible pour donner une meilleure
lecture des discours politiques. Chromosome B. J'y pense en vous écoutant, Tania Rachaud, c'est qu'il y a un fort cousinage entre les politiques et le droit, puisque beaucoup de femmes et d'hommes politiques viennent du droit. C'est dans les assemblées que débutent les décisions sur les lois. Je vous demanderai votre réaction sur cette configuration. C'est sûr que, historiquement, en fait, les juristes, ils ont été très présents en politique. Ils le sont peut-être d'ailleurs beaucoup moins aujourd'hui qu'ils ne l'étaient auparavant. Je pense notamment, si on fait un peu d'histoire, à la Troisième République, où les juristes étaient omniprésents, que ça soit au Parlement, au sein du gouvernement, etc., et dans les cabinets ministériels. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moins le cas, mais ça reste encore, effectivement, on peut citer des juristes. Regardez, nous avons par exemple quelqu'un comme Jean-Jacques Urvoas, qui était professeur de droit, ancien ministre de la Justice. Évidemment, on en a d'autres, qui étaient aussi des professeurs de droit ou des avocats qui ont intégré le gouvernement ou l'Assemblée nationale. Je pourrais citer plein de noms, et je pense que les auditeurs vont en reconnaître. Mais en réalité, pourquoi cette porosité entre le droit et la politique ? Tout simplement parce que c'est le politique qui fait le droit. Quand on parle d'une loi, et nous quand on parle aux surligneurs, quand on dit la Constitution par exemple, ou telle loi ne permet pas de faire ceci ou cela, qui l'a faite cette loi ? C'est le politique. Et par conséquent, c'est lui la source en fait de la fabrication du droit, légitimé par l'élection, par le fait que les citoyens vont élire les députés, le président de la République, ils vont élire aussi le Parlement européen qui va faire la loi européenne, etc. Et donc, forcément, il y a un lien très imbriqué entre les deux, et c'est là où nous, les surligneurs, on essaye aussi toujours de se mettre des limites. C'est qu'on ne peut pas se mettre à la place du politique. Si demain le politique veut changer la loi, il peut le faire. S'il veut changer la Constitution, il peut le faire aussi. C'est plus difficile parce que il faut une certaine majorité, etc., à l'Assemblée nationale, au Sénat, voire même un référendum. S'il veut changer les traités européens, il le peut. Ce sont les États membres qui ont rédigé les traités européens. C'est le politique. C'est pas sorti de la cuisse de Jupiter. Et donc nous, en fait, on est forcément limité aux surligneurs par la volonté du politique. Et donc, on essaye parfois, en toute humilité, de dire ça, c'est pas possible. Mais bon, peut-être que demain, le politique, en réalité, voudra le faire. Dans un état de droit, ça serait pas possible, mais attendez, il y a un exemple. En 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, la Deuxième République, dans la Constitution, il était inscrit que le président n'a pas le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il fait, Louis-Napoléon Bonaparte ? Il prend un décret pour dissoudre l'Assemblée nationale. Si on avait existé à l'époque, on aurait dit c'est impossible de faire ça. Mais il l'a fait un coup d'État. Et donc, c'est ça aussi, en fait, c'est que le politique, il est capable, à la fois, il est contraint par des règles et des procédures, mais dans le pire des cas, il est capable aussi de ce genre de choses. Pour revenir aux deux ouvrages qui sont déjà parus, je sais qu'il y en a d'autres qui sont en préparation et vous pourrez m'en parler, mais le site internet qui fait des millions de vues depuis sa création en 2018 réunit une grande quantité de thématiques. Pour les livres, vous en avez déjà choisi 2. Avec cette actualité qui bouge tout le temps, comment vous avez articulé le contenu des livres, choisi ces thématiques et qu'est-ce que les livres apportent en plus que le site internet ? Tania ? Oui, avec plaisir. Alors, moi, j'ai dirigé le livre Immigration et réfugiés, et lui, il porte, comme son nom l'indique, sur toutes les questions migratoires. Alors, l'idée, ça a été effectivement de réunir tous les articles qu'on avait fait sur le sujet et de les mettre à jour quand c'était pertinent pour le livre, et de les trier par thématique, ce qui n'est pas le cas sur le site internet, puisque le site internet, en fait, l'ordre il est assez facile, c'est l'actualité. Donc à chaque fois qu'il y a un nouvel article, il est en haut de page. Après, il y a quand même sur le site internet une possibilité de retrouver par des thématiques les articles, mais disons que c'est moins facile que pour le livre, et il y a moins une réflexion approfondie que ce qu'on a fait pour le livre. Donc voilà, il y a un chapitre par exemple réfugiés, il y a un chapitre séjour des étrangers ou des choses comme ça. Donc, ce qui était intéressant pour mon ouvrage en tout cas, après Vincent dira peut-être pour le sien si c'était pareil, mais dans les questions de migration, les débats sont récurrents. C'est-à-dire qu'on dit la même chose tout le temps.
et quand je dis les politiques proposent la même chose tout le temps. Donc en fait, il n'y a pas de problème d'actualité, il n'y a pas de difficulté. Voilà, ils proposent depuis 30-40 ans des quotas, donc qui ne sont toujours pas réalisables, ou alors s'ils sont réalisables, ils sont même pas souhaitables. Ce sont des commissions de droite qui l'ont dit depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre la limitation du regroupement familial, enfin voilà, des choses qui finalement sont complètement récurrentes dans le discours politique, cyclique, et donc ça n'a pas posé de difficulté sur ce terrain. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que donc on a toujours un encart mis à jour justement de l'article, et donc souvent je me suis retrouvée à écrire rien n'a changé. Rien n'a changé depuis, voilà, c'est Et sinon depuis qui s'appelle, et donc Et sinon depuis rien. Parce que ça, c'est ce qu'on retrouve dans les livres et pas sur le site internet. Exactement. Alors, c'est très vrai pour les questions migratoires. Je pense que c'est assez vrai pour un sujet type Europe aussi, où les sujets sont cycliques, quoi. Petite politique religion, laïcité un peu moins, je sais pas. Je laisse Vincent le dire. Vous voulez réagir, Vincent ? Oui, sur l'ouvrage qui était le premier qu'on avait publié effectivement sur les politiques, la religion et la laïcité. Pourquoi on avait choisi ce sujet au début ? Parce que on était à quelques mois avant l'élection présidentielle de 2017, et on était à un moment donné, quand on a pris la décision de publier cet ouvrage, où en fait il y avait vraiment un débat sur ces sujets-là, de liberté religieuse, la question de la laïcité à l'école, etc. Et donc ça a été pareil aussi sur la question du choix du livre sur l'immigration, c'est-à-dire que c'était aussi dans la campagne présidentielle, et même en amont de la campagne présidentielle, un des sujets qui dominait les débats, ce qui a été moins le cas ensuite pendant la campagne en elle-même. Mais le livre, en fait, Politique, religion et laïcité, il fait un peu comme l'autre, c'est-à-dire que on reprend par thème les différentes déclarations et les articles qu'on a publiés à partir des déclarations des politiques, et puis pour chacun de ces articles, on dit qu'est-ce qui s'est passé depuis. Et sur les questions de religion et de laïcité, très souvent en fait, là pour le coup, il y a eu des avancées. C'est-à-dire que c'est une question qui est tellement sensible pour le politique que il y a une sorte de volonté toujours de faire évoluer la loi. Et puis il y a aussi beaucoup de jurisprudence, que ça soit de la jurisprudence du Conseil d'État, de la Cour de cassation par exemple, sur les signes religieux en entreprise, avec de la jurisprudence aussi de la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc ça, à l'époque où on avait écrit l'article, en fait, ça n'existait pas. Et donc ce qu'on dit, c'est est-ce que finalement, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne ou de la Cour de cassation a remis en question ce que nous avions écrit ou pas. Et la plupart du temps, en fait, en réalité pour cette question-là, dans la totalité des cas, ça n'avait pas remis en question ce que nous avions écrit. Donc ce qui valide aussi la qualité de notre travail. Chromosome B. Vous disiez tout à l'heure, Vincent, vous parliez de votre éthique, de votre moralité, qui était d'ailleurs appuyée par plusieurs organismes, l'IFCN, le DMO, le Journalism Trust Initiative, qui prouvaient votre probité. Est-ce que toutefois, surtout avec un débat qui est surgi en ce moment dans l'actualité, on est en décembre 2022, sur le fact-checking, vous ne seriez pas aussi des influenceurs ? Est-ce que vous pouvez garantir ces principes d'éthique et de moralité, et que pensent les politiques de votre travail ? Est-ce que vous pourriez pas nous influencer par hasard ? Alors des influenceurs, je ne sais pas, ça dépend de ce qu'on appelle par influenceur. Je parle des fact-checkers qui sont des influenceurs plus que des fact-checkers. En fait. Alors oui, il y a des fact-checkers qui se prétendent en tout cas fact-checkers et qui ne font pas un travail sérieux. Il y a toute une sphère, notamment en ligne sur Internet, qu'on appelle la réinfosphère, qui sont des sites de réinformation et qui ne sont liés par aucune déontologie, et donc qui ne sont pas là pour prouver, pour démontrer des faits, mais pour simplement en fait tordre les faits dans un sens qui leur convient. Nous, aux surligneurs, c'est pas ça qu'on fait. Et on est fact-checker, c'est-à-dire que nous sommes là pour prouver les choses par les faits. Et donc, il faut qu'on en apporte la preuve. Et pour apporter la preuve des choses, il y a une méthode que l'on utilise qui est très proche, en fait, de la méthode scientifique,
c'est même une quasi-méthode scientifique, et qui nous est imposée par ces codes, ces chartes déontologiques dont nous sommes signataires, notamment celle de l'International Fact-Checking Network. On va adhérer, normalement, si tout va bien, dans quelques semaines, à une charte déontologique européenne. Mais comment est-ce que le lecteur sait que nous sommes sérieux, même si en signant ces chartes-là? Parce que chaque année, nous sommes audités. C'est-à-dire que nous avons des assesseurs qui vont venir voir notre travail, vérifier tous nos articles qu'on publie, et donc vérifier que nous respectons bien cette charte déontologique. Et si on ne le fait pas, on est exclu tout simplement. Et en plus de ça, n'importe quel lecteur peut nous écrire s'il n'est pas d'accord avec ce qu'on a écrit. On est obligé de lui répondre, et s'il a raison, de modifier nos articles et de le faire savoir à nos lecteurs. Et si jamais on ne lui donne pas satisfaction au lecteur, il peut porter plainte auprès de l'organisation qui gère cette charte déontologique internationale. Et donc en fait, nous sommes constamment sous surveillance, avec une transparence la plus totale sur notre méthode. Et c'est ça, je pense, méthode qui permet de prouver par une méthode quasi scientifique la transparence et la possibilité de rendre des comptes. Ça, je pense que c'est 3 piliers en fait qui nous permettent d'être le plus sérieux possible. Alors autant sur le site internet que sur les livres, on voit que tout le spectre politique est visé, vous n'épargnez personne. Il semble que les politiques sont à la fois les porte-manteaux et les thermomètres pour le public. Ils suivent les peurs des gens et ils font semblant d'y répondre, souvent même aux peurs qu'eux-mêmes ils créent. Donc est-ce que c'est pas un peu leur rôle de jouer comme ça, avec de donner priorité à ce que les gens ont envie d'entendre plutôt qu'à cette espèce d'intangibilité du droit, et vous venez casser leur jeu comme ça. Tania, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est difficile de se positionner, puisqu'encore une fois, on est des juristes, justement, on n'est pas des politiques, donc je peux pas dire quel serait le discours pertinent. Simplement, on agit en matière de désinformation. Donc nous, la désinformation, elle fonctionne quand un discours se positionne sur le terrain d'émotions fortes et donc va entraîner de la peur, de la haine, du dégoût, et donc va faire que l'information se relaie rapidement, quand bien même elle est fausse. Et donc, alors après, moi, je reviens sur la matière, sur la question des migrations. C'est souvent le cas, finalement, on joue sur ce terrain des émotions fortes, même si sur le fond, ce qui est dit est faux. Et là, on a beaucoup d'erreurs en ce moment qui sont énoncées sur les questions de délinquance et d'étrangers, sur le nombre d'entrées qui serait plus important que d'habitude. Tout ça est assez faux, mais relayé très rapidement. Et donc nous, après, on essaie de se rattraper. Donc, est-ce que le discours politique doit changer ? C'est compliqué de savoir s'il... Enfin, c'est pas compliqué de savoir, bien sûr, ce serait peut-être plus efficace s'il était d'office avec des éléments réels, mais c'est pas notre place de le faire. En revanche, nous, ce qu'on fait, pour répondre aussi à une autre question que vous avez posée tout à l'heure, c'est que à chaque article, les politiques sont contactés en amont, avant la publication, et donc on leur donne toujours cette occasion de répondre, de préciser leurs pensées, parce que parfois une phrase est peut-être sortie de son contexte, ou alors, en tout cas, on préfère leur demander des précisions quand c'est possible. Et donc, alors certains ne répondent jamais. En période électorale, ils répondent davantage. Parfois, ils nous appellent directement et on échange au téléphone. De façon, je dirais, générale, même à 100%, ça se passe toujours très bien, de façon très cordiale, quasi à 100%, allez. Et donc plutôt, il y a une réaction positive de leur part de notre publication et de revenir sur ces propos-là, parce que finalement, c'est des propos qu'ils ont engagés et qu'ils sont contents de voir relayés dans la presse. Donc il y a plutôt un effet positif. Ensuite, sur le discours politique, moi je sais pas si c'est parce que je me suis plongée dedans, parce que c'est mon sujet, donc est-ce que c'est très subjectif ou pas, mais j'ai eu l'impression quand même qu'il y a eu un changement un peu aux dernières élections, avec davantage d'argumentation juridique. Et encore une fois, autour des migrations, on essayait vraiment, et je pense c'était le cas pour Valérie Pécresse ou pour le RN, de dire donc on veut faire ça et voilà comment juridiquement on va le faire, en modifiant la Constitution notamment, en utilisant tel article, etc. Donc il y avait une volonté de justifier juridiquement la démarche que je trouvais assez intéressante. Alors après, c'était quand même faux, mais ça avait le mérite d'exister. Alors est-ce que c'est notre influence indirecte ? Peut-être, j'espère. À voir, à suivre.
Alors vous avez suggéré, Vincent, je pense, dans la conférence TEDx que vous avez faite en 2019, je pense, vous suggériez qu'il faudrait faire un classement des politiques selon la crédibilité de leur discours. Est-ce que c'est bien réaliste? Est-ce que ce serait possible? C'est certainement pas une mauvaise idée. En fait, oui, c'est possible parce que c'est possible si on est exhaustif. C'est-à-dire si on arrive à savoir, en fait, à suivre tout ce que disent les politiques et à pouvoir analyser l'intégralité de leur discours. Si on arrive à faire ça, on peut véritablement faire un classement. C'est-à-dire que nous, aux surligneurs, on essaye d'avoir l'équilibre le plus équitable possible entre les différentes sensibilités politiques. Tout simplement parce que comme on n'est pas exhaustif, on peut pas dire Marine Le Pen dit plus de bêtises que Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon dit plus de bêtises que je ne sais quoi, Éric Ciotti ou voilà. Ça, on peut pas le dire parce qu'on n'est pas exhaustif. Donc, ce qu'on fait aux surligneurs, c'est qu'on essaye de viser l'ensemble des partis politiques de manière assez équitable en fonction de leur présence dans le débat public. Mais si on pouvait être exhaustif, on pourrait faire un classement. Et il y a des choses en fait qui ne trompent pas, notamment quand on parle de désinformation. J'interviens par exemple devant le Parlement européen ou à l'UNESCO sur la question du harcèlement des journalistes par des journalistes qui font du fact-checking par des internautes sur les réseaux sociaux, etc. On se rend compte, en fait, et les études montrent bien que dans le monde, et en Europe en particulier, les journalistes, les fact-checkers qui sont harcelés par des comptes, souvent des comptes anonymes évidemment, sur les réseaux sociaux, sont reliés dans 90% des cas à des opinions ou à des partis ou des comptes d'extrême droite. Nous, aux surligneurs, on ne peut pas affirmer sur le site internet que l'extrême droite fait plus d'erreurs ou ment plus que les autres. Mais il y a quand même, en fait, du fait de la structure et du positionnement politique de ce parti-là, évidemment, beaucoup plus, en fait, sont beaucoup plus portés sur le mensonge, notamment sur des questions comme sur l'immigration, sur l'Europe ou sur tout un tas de sujets. Et donc, ce classement, à mon sens, il est faisable. Mais, à mon sens aussi, on pourrait probablement avoir quelques surprises. C'est-à-dire que je dis ça par rapport à l'extrême droite sur les réseaux sociaux, mais dans son discours politique, l'extrême droite ces dernières années fait beaucoup plus attention à ce qu'elle dit, et il est vrai, nous, qu'aux surligneurs, on a beaucoup moins de choses aujourd'hui à surligner de l'extrême droite que par rapport aux autres partis. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est comment est-ce qu'un parti essaye de faire attention à ce qu'il dit, et donc du coup à moins diffuser de désinformation. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, le fact-checking est utile dans ce sens-là aussi, et on le voit notamment à l'égard de l'extrême droite. Chromosome B. Alors Vincent Couronne, Tania Rachaud, vous êtes chacun spécialisé sur les questions européennes. Je voudrais demander par exemple à Tania Rachaud quelles sont les plus grosses idées fausses qu'on a sur l'Europe qui fait beaucoup question en ce moment. L'idée de sortir de l'Europe comme l'ont fait les Anglais. Il y a des débats là-dessus. Donc quelles sont les plus grandes idées fausses qu'on a sur l'Europe ? Les idées fausses sur l'Europe sont toujours liées à ce que peut faire l'Europe et ce qu'elle ne peut pas faire. Vraiment, dans la grande majorité des cas, il y a une problématique de pointer du doigt la défaillance de l'Europe dans des cas où elle ne peut de toute façon pas agir. Si on prend par exemple les crises sanitaires, il était prévu dans le traité de Lisbonne d'insérer une compétence là-dessus qui a été finalement rejetée par les Danois, et donc c'est quelque chose sur lequel elle ne pouvait pas directement agir. Alors après, il y a eu d'autres outils, ce qui a été fait. Donc voilà, parfois on va lui reprocher de s'insérer dans des domaines où il semblerait qu'il ne se soit pas souhaitable qu'elle le fasse, alors qu'au contraire, les États se sont mis d'accord avant pour donner compétence, et c'est le cas sur les frontières extérieures et donc les frontières intérieures aussi. On a l'impression qu'on ne le maîtrise plus et que voilà, il faudrait changer ça, mais pourtant c'est quelque chose qui date quand même de 85 à minima pour l'espace Schengen sur l'absence de contrôle à ses frontières, mais encore avant pour même la libre circulation. Donc voilà, c'est souvent dans ces termes-là sur l'Europe qu'il y a des débats.
ce que peut ou ne peut pas faire l'Europe n'est pas tout à fait clair pour les politiques. Et d'ailleurs, une fois c'est arrivé que j'entende des députés dire entre eux qu'ils étaient contents d'avoir voté des sanctions à l'égard de la Russie. Donc c'est pas très vieux, sachant que les députés ne sont pas du tout compétents pour les députés européens, ne sont pas du tout compétents pour les mesures à l'égard de la Russie. Donc je m'interroge toujours encore aujourd'hui de savoir ce sur quoi ils ont voté concrètement, mais j'imagine que c'était simplement une résolution disant qu'ils soutenaient, mais c'est quand même pas la même chose. Donc si c'est pas clair pour eux, ça devient compliqué. Donc, voilà, après il y a plein d'exemples comme ça où c'est pas clair. L'Europe n'aide pas. Il faut aussi être honnête de ce côté-là. Les termes de l'Europe sont confus, compliqués. On s'y perd sur le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne, le Conseil de l'Europe. On l'a vu avec la présidence française. C'était pas très bien clair de savoir qu'est-ce que présidait la France finalement et quelles étaient les conséquences ou la dimension de cette présidence. Donc il y a aussi un problème du côté de l'Union européenne de clarifier un petit peu ou de simplifier peut-être la lecture de ces institutions et de son fonctionnement. Donc à la fois les politiques ne font pas cet effort, parfois ils ne le comprennent pas, de répartition des compétences, et en même temps du côté de l'Union européenne il pourrait y avoir aussi des modifications peut-être dans les prochaines réformes à venir d'ailleurs. Les Surligneurs, c'est un site internet et c'est 2 ouvrages pour l'instant qui sont parus aux éditions Henrik B. Le premier, Les politiques et la religion, et celui qui est sorti il y a quelques semaines, Immigration et réfugiés. Il va y en avoir d'autres ? Oui, du coup, on pense que justement le sujet Europe serait sympathique à explorer, puisqu'il y a souvent des débats sur cette question et les élections européennes en 2024, donc ce serait une occasion de saisir du sujet Europe. On aimerait aussi beaucoup en faire peut-être en matière environnementale, parce que là aussi il y a évidemment pas mal de désinformation. Et il y a une autre matière qu'on explore en ce moment qui pourrait être pertinente, mais il faut réfléchir à l'angle qui sont les questions numériques, parce que présenter comme ça, je sais pas si c'est trop attractif. En même temps, l'Europe non plus, je sais pas si c'est trop attractif, mais voilà, c'est des éléments qui nous semblent intéressants et qui pourraient en tout cas être réunis sous une même thématique pour de futures publications. Alors c'est la tradition, je vous demande pour terminer cet entretien une citation, un proverbe, une maxime qui vous accompagne dans votre réflexion sur la vie. En fait, c'est une citation de Sarah Maza, qui est une chercheuse en fait en sciences sociales, qui a écrit ça en fait dans La Vie des idées, qui est un média du Collège de France. Et elle écrivait un article en fait sur les fake news et sur la question de la désinformation aujourd'hui en démocratie. En fait, ce qu'elle dit, c'est que avec l'avènement de la démocratie, la vérité est devenue la clé de voûte officielle du politique. Et moi, je trouve que cette citation est intéressante parce que, effectivement, on peut toujours dire, et c'est souvent ce qu'on répond aux fact-checkers, la désinformation, il y en a toujours eu. Oui, il y en a toujours eu. Mais à une époque, la désinformation, c'était de la propagande du pouvoir politique quand on était dans des régimes autoritaires. Aujourd'hui, on est en démocratie, on n'est plus là pour manipuler les peuples parce que ce sont les peuples qui ont le pouvoir. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la désinformation est aussi nocive, beaucoup plus que ce qu'elle pouvait l'être auparavant. Tania ? Ok, alors moi j'aime beaucoup Ruth Bader Ginsburg, qui est décédée il y a longtemps, qui était une juge de la Cour suprême américaine, qui est très inspirante pour les femmes. Notamment. Alors, une des citations que j'aime bien, c'est quand est-ce qu'il y aura suffisamment de femmes à la Cour suprême ? Elle dit 9, quand il y en a 9, parce qu'il y a eu 9 hommes et que personne n'a jamais rien trouvé à dire. Bon, c'est un peu moins en lien avec les surligneurs, mais sinon elle dit aussi, donc en version originale, fight for the things that you care about, but do it in a way that will lead others to join you. Et ça, c'est peut-être un peu plus adapté à ce qu'on fait, c'est-à-dire que on fait ce travail avec passion et on espère que d'autres sont inspirés et nous rejoignent dans ces publications que l'on fait aux surligneurs. Et d'ailleurs, on travaille avec énormément d'étudiants et donc, a priori, ça fonctionne pour l'instant dans ce combat. Tania Rachaud, Vincent Couronne, merci. 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 Chromosome B. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Retrouvez les ouvrages des éditions Henrik B dans toutes les bonnes librairies et sur henrikb-édition.com.